Et c'est parti pour le point Actu Hardware de ce lundi 15 février 2021. Alors, comme tous les lundis, beaucoup de choses à traiter, à commencer par les prix des différents composants, comme d'habitude, suivi du traditionnel top 10 des ventes Steam de la semaine passée, pareil, l'habitude. Ensuite, on va avoir plein de petites choses, on n'a pas un gros morceau aujourd'hui, mais plein de petits, donc il va falloir ne pas traîner, sinon on va y passer 2 heures. Je vais essayer de m'appliquer. Petite news sur la nouvelle manette Xbox. Pour moi, une des très bonnes manettes. Peut-être la meilleure dans les manettes dernière génération. J'ai pas eu l'occasion de tester la manette de PS5, mais les manettes de Xbox sont quand même sacrément stylées en termes d'ergonomie. On va avoir petit point internet avec de la fibre. Alors, 2 news sur la fibre, vous verrez. La fibre optique, bien sûr. 2 news qui ne traitent vraiment pas les mêmes sujets, mais tous les deux autour de la fibre optique. Ça, c'est sûr. Donc, c'est plutôt intéressant et clairement, la fibre optique, c'est l'internet qu'il faudrait partout déjà, mais au moins du futur. Ça, c'est sûr. On aura ensuite petite news Google et la presse. Alors, ça fera écho à plusieurs choses que vous avez pu entendre dans les actualités dans les derniers jours par rapport à Google et l'Australie. On en parlera vite fait, mais je voulais pas y passer trop longtemps. C'est encore une fois des histoires de gros sous, comme souvent. On va avoir un petit point cloud. Alors, cloud computing et cloud gaming. Une news sur Shadow et une news sur le xCloud ou le Xbox Cloud Gaming. Appelez-le comme vous voulez. xCloud, c'est quand même plus simple. On aura ensuite petite news iPhone sur un écran qui nous vend du rêve. Honnêtement, prêt à voir, hein. Rien n'est officiel, mais sur le papier, ça fait très envie. On continuera avec 2 news processeurs avec Intel qui baisse ses prix aux États-Unis. Voilà, on en verra plus dans la news. Et un petit nouveau qui est en même temps ancien de la part d'Intel pour pour essayer de garder une main sur le très haut de gamme. C'est intéressant et on va pouvoir en parler un petit peu. On finira avec des cartes graphiques, principalement la 3060 et un petit peu d'autres choses, mais principalement la 3060 qui sortira le 25 février, donc dans 10 jours. Et la toute dernière news, c'est un petit truc, voilà. C'est un écran, mais ça sert pas à afficher n'importe quoi. Vous verrez, c'est un peu bizarre. Ça va un peu loin, mais il y a un monde où il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de truc. Donc pourquoi pas. On va pouvoir commencer tout de suite avec le prix des cartes graphiques, comme d'habitude. Bon, les cartes graphiques, malheureusement, comme d'habitude, ça va être très rapide. On va rien avoir de disponible. En tout cas, rien qui est dédié à du gaming. On a entendu parler de certaines 1050 Ti, en plus des petites versions, ce qu'ils appellent des low profile. Donc voilà, il y a ça. Ici, on nous dit que le prix de la 1660 Super bouge, mais il n'y en a pas disponible, hein. Donc voilà, ça bouge. Ça augmente. Non, ça. Si, ça augmente de 10 euros. Mais en vrai, on peut pas les acheter. La seule qu'on peut acheter, c'est la Asus 6900 XT qui coûte seulement 1680 euros. Donc toujours un très mauvais moment pour les cartes graphiques. C'est vraiment c'est long et vraiment il n'y a rien. Il n'y a rien à part une carte à 1680 euros. Donc vraiment pas destiné à tout le monde. C'est plutôt triste. Et ça dure dans le temps donc.
c'est problématique. Et en plus, on ne voit pas les beaux jours arriver au niveau des stocks des cartes graphiques, donc c'est d'autant plus compliqué. Mais bon, on espère toujours qu'ils trouveront des solutions, mais ils ont aussi tout intérêt à en trouver, vu qu'ils les vendent, clairement. Donc on verra, on attendra qu'ils trouvent des solutions, hein. De toute façon, pas d'autre choix. On continue avec le prix des processeurs. Alors, déjà, c'est mieux que les cartes graphiques. Déjà. Ensuite, c'est même beaucoup mieux que les cartes graphiques. En même temps, difficile de faire pire. Ensuite, chez Intel, en vrai, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre. On a une baisse. On a que des baisses d'ailleurs. On a que des baisses. On a une baisse sur le i9 9e génération, le 9900K, qui perd 9 € et qui passe à 400 €. On a le 10400F, donc le i5 Access dernière génération, qui perd 4 € et qui passe à 156 €. Donc vous voyez, il est vraiment Access. Et on a le 10700K qui est lui l'entrée du haut de gamme dernière génération, qui perd 24 € et qui passe à 366 €. Ce qui est un prix plutôt correct et plutôt sympa pour ce modèle. Le i9 dernière génération, 10e génération ne bouge pas malheureusement, mais plutôt des réductions sur à peu près tous les segments, donc ça fait plutôt plaisir. Yotoxic. Donc vraiment un bon moment pour acheter des processeurs Intel 9e et 10e génération. A noter qu'ils sortent bientôt leur 11e génération, donc c'est assez logique qu'ils baissent les prix. Néanmoins, au vu des problèmes de production, on pourrait se dire que s'ils n'arrivent pas à bien produire, ils pourraient garder des stocks de ces anciennes générations pour temporiser et donc ne pas baisser les prix. Visiblement, c'est pas leur choix ici. Donc à voir si c'est pour jouer le jeu de la concurrence ou s'ils ont vraiment actuellement pas spécialement de problème de stock pour produire leur 11e génération. On verra ça dans quelques temps, mais c'est bien intéressant. Et maintenant chez AMD, alors chez AMD c'est bizarre, on va pas se mentir, je ne sais pas trop expliquer ce qui se passe. Je vous avoue que c'est étrange, alors je vais vous le dire. Le Ryzen 7 2700X, qui est maintenant quand même une génération, qui est 2 générations antérieures, se prend une maxi augmentation de 138 €. Alors ça, je peux pas l'expliquer. Je vous avoue que je ne comprends pas. Peut-être, non, je sais pas en fait. J'ai même pas de peut-être. Je suis désolé. C'est une promo d'une semaine, j'en sais rien. Mais en tout cas, il prend plus 138 et il passe à 367 €, ce qui est cher. On va pas se mentir. Je vous déconseille d'acheter ce processeur à ce prix-là. Il est maintenant un peu ancien et ne vaut pas ce prix. Par contre, on a le 3600X qui est le Ryzen 5 qui est à mon avis le plus vendu encore actuellement. Qui a été longtemps recommandé comme un des meilleurs processeurs pour faire du jeu vidéo, parce que il était pas cher et aussi performant que les i5 Intel. Donc celui-là il se prend moins 85, il est plus récent, il se prend moins 85, il se retrouve à 295 €. Qui est du coup là plus attractif comme prix, hein, clairement. Et on a aussi le 3900X qui est lui un vrai monstre de puissance, qui prend un moins 50 et qui se retrouve à 480 €. Alors là, quand on arrive sur ce type de gamme, c'est un peu compliqué de mettre vraiment des prix sur ce type de gamme. C'est les gammes, on est sur du processeur avec 12 cœurs, un truc comme ça. Enfin, voilà, on est sur quelque chose qui est à l'usage de très peu de personnes, principalement professionnels. Donc, en vrai, c'est des prix quand même assez intéressants, même si j'imagine que les professionnels iront plus vers les Ryzen 5000 s'ils ont les moyens.
à condition qu'ils les trouvent. Et on peut noter aussi la disponibilité du Ryzen 7 dernière génération 5800X à 480 €, donc le même prix qu'un 3900X. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez quelque chose de plus récent et sur le papier un peu moins performant ou quelque chose de un peu moins récent et sur le papier un peu plus performant. Avoir votre utilisation et votre, j'allais dire votre budget, mais non, en fait il coûte le même prix. Donc à part ce Ryzen 7 2700X, des trucs assez classiques, juste celui-là qui se prend un plus 138. Je vous avoue que je peux pas vous l'expliquer, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un trou dans l'espace-temps, un événement cosmique, aucune idée. En tout cas, pas un c'est quand même marrant à quel point c'est impossible de trouver une carte graphique pour faire du jeu vidéo, mais vous trouvez quasiment tous les processeurs du monde. Même maintenant, on commence à avoir quasiment du stock sur tous les derniers processeurs AMD. Pas encore toujours à des justes prix, mais ils sont là au moins. Donc ça veut dire qu'il y a un minimum de production et de stock. Peut-être le début des éclaircies pour les pénuries mondiales. On espère. On continue avec la mémoire RAM. Alors la mémoire RAM, comme d'hab, je ne vais pas détailler chaque kit de RAM parce que c'est pas vraiment pertinent. En gros, pour synthétiser, on a quelques hausses et quelques baisses. Vraiment pas des gros trucs, hein. On est sur des 1, 2, 5 euros de plus ou moins, donc vraiment pas massif. Ça s'équilibre entre les hausses et les baisses. Pas de secteur plus touché, pas. Franchement, c'est les jeux des prix classiques. La semaine dernière, on a vu un peu peur, on a eu pas mal de hausses, pas vraiment méchantes, mais quand même beaucoup et assez peu de baisses. Ça a l'air de se calmer. On n'a pas non plus de redescente des prix, mais ça s'enflamme pas. On va dire ça comme ça reste assez calme et tant mieux. On sait que ça peut déraper à tout moment, hein. Les problèmes de production en électronique commencent à être majeurs et du coup on surveille, mais rien de bien méchant. Vous pouvez toujours acheter de la RAM. C'est pas un moment où la RAM est hors de prix. Je parle pour la DDR4 bien sûr, parce que pour les autres c'est d'autres histoires. Et on finit avec les SSD, donc pareil, je vais vous faire une petite synthèse. Clairement ça bouge pas en fait. En vrai, très peu de changements. Toujours des bons prix, toujours un bon moment pour acheter des SSD, ce qui est assez étrange, notamment parce que on s'attendait à ce que les consoles nouvelle génération qui sont toutes équipées de SSD bouffent beaucoup trop de prod, mais visiblement elles sont ralenties par d'autres trucs, ce qui fait que pour l'instant ça impacte pas vraiment le marché du SSD qui peut fournir suffisamment de produits pour les consoles. À mon avis, c'est bloqué à d'autres moments sur la ligne de prod des consoles. On continue avec le top 10 des ventes Steam de la semaine passée, donc du 8 au 14 février. Toujours l'habituel du lundi. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que déjà, le podium, donc le top 3, ne bouge pas. On a toujours Valheim qui continue à faire un carton, hein, incroyable. J'ai eu le temps de regarder vraiment, sans vous mentir, 1 minute 30 de gameplay où j'ai pas tout compris. Je crois que le mec était en train de couper du bois, je crois, mais je suis pas sûr. Je vous avoue que j'ai pas tout compris, mais de ce que j'ai compris, c'est que c'était un truc moitié de survie, potentiellement multijoueur, donc potentiellement un bon jeu, surtout pour être streamé. Je sens bien le truc ou se faire des trucs communautaires, donc je comprends que ça marche. Tale of Immortal suivi de caractères chinois, et bah encore une fois,
C'est un jeu qui est uniquement en chinois, donc destiné uniquement au public qui lit le chinois. Et pourtant, il est deuxième. Mais non, merci. Mais non. Merci à toi, Toxic. Du coup, il est toujours deuxième du classement, alors qu'il est que pour les Chinois. Incroyable. Et Nioh 2, qui est du coup une édition. Je crois qu'il est l'édition PC, non? PC qui était déjà. Qui était déjà sorti sur console, je crois, je suis pas sûr. On a PUBG qui revient en force. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Unipop 2 Double Date, que je ne connais pas du tout. C'est vrai qu'on a aussi Sea of Thieves qui revient dans le classement. Alors, visiblement, un DLC. Un DLC d'apparu. Sea of Thieves, c'est pareil, c'est un jeu qui draine beaucoup de gens. Pareil, hein, la possibilité de jouer à plusieurs. Du coup, ça en fait un jeu communautaire et ça a un potentiel énorme. Donc vraiment, ça régale. Et c'est un jeu qui est en travail constant, en ajout de contenu constant. Et ça c'est aussi ce qui fait qu'on le voit revenir régulièrement dans le top. Et sinon, on a toujours le jeu chinois Dyson Sphere Programme. Les deux jeux chinois qui sont entrés dans le top 10 n'en sortent pas. Bon, Dyson Sphere Programme, il est 10ème, mais c'est quand même assez fort. Mais pas de gros changements, surtout le podium qui reste le même, et Valheim qui continue à garder le top 1. On continue ces news avec une petite news sur la manette de Xbox dernière génération. Alors, je vous avoue que, bon, comme tout le monde, je me suis informé avec les nouvelles consoles, même si je comptais pas en acheter une. J'ai vu la présentation de la manette PlayStation parce que ils en ont fait tout un foin et ils ont beaucoup communiqué autour. J'ai jamais eu l'occasion d'en prendre une en main de manette de PS5 et je m'étais zéro intéressé à la nouvelle manette de Xbox en me disant même que en fait ils avaient même pas changé la manette, que c'était la même. Et en fait non, pas exactement, il y a eu quelques changements. Alors on la voit ici. Les changements majeurs, vous allez voir, ils sont nombreux, c'est faux. On a changé la croix ici par un truc plus actuel qui est censé mieux marcher avec les diagonales. J'espère que les diagonales fonctionnent. Ça c'est cool. En vrai, ça c'est cool. Ça peut paraître un détail, mais c'est cool, surtout si on peut binder les diagonales. Bref, truc de tryharder, mais ça peut être un super bon plan pour rajouter des touches sans rajouter des touches. Sinon, on a le bouton Share qui est apparu, bon, petite copie sur des concurrents, hein, n'est-ce pas? Voilà, mais ils se sont dit que ça devait y être, donc ils l'ont mis. Et ils ont réduit un peu le gabarit de la manette, et ça, je trouve que c'est une super idée parce que c'est vrai qu'elles sont grosses, les manettes de Xbox, et elles étaient peut-être un peu grosses pour les gens qui ont des petites mains. Et donc, peut-être plus adapté à tout le monde. Cette news en plus vous dit qu'en ce moment, elle est à 51 € sur Amazon, incroyable. 59 € normalement, ici 51 €. Et quand même, la grande force, et ça on peut pas lui enlever, la grande force de cette manette, c'est la compatibilité, parce que ça marche avec tout, avec votre PC, avec votre téléphone, avec votre tablette. C'est vraiment des manettes compatibles avec à peu près tout ce que vous voulez, et ça fait plaisir, et forcément nativement reconnu sur Windows, en même temps en Microsoft, hein. Mais ça ouvre des portes, et ne pas avoir à se poser la question, est-ce que ça va bien marcher, est-ce que ça va être compatible, est-ce que je vais avoir du mal à le relier, est-ce que je vais devoir télécharger un truc en plus pour que ça marche,
elle ne se pose pas et parfois la simplicité n'a pas de prix. On continue avec de la fibre optique. Alors, 2 news sur la fibre optique. Première news, et j'ai cru au début, que j'ai eu l'impression de déjà vu. Je me suis dit, mais cette histoire, je la connais. Et en fait, non, c'en est un autre. On a parlé il n'y a pas longtemps alors, son nom c'était Dunant. En tout cas, le câble transatlantique Google, ici c'est celui Facebook. Et oui, chacun le sien. Bien sûr, il n'arrive pas au même endroit. On avait vu que celui de Google arrivait en Vendée. Ici, on est proche de Bordeaux à l'atterrissage. Et en fait, il va être connecté directement à un data center à Bordeaux. Donc, il va être prolongé. Le câble transatlantique va être prolongé jusqu'à Bordeaux. Encore une fois, on est sur des projets énormes. Hein. Vous connaissez l'histoire. On est sur du coup un câble qui va relier les États-Unis à la France. Encore une fois, c'est Orange qui fait l'atterrissage sur les côtes françaises. Donc ça va arriver à Le Porge, près de Bordeaux. Mais ce coup-ci, par rapport à Google qui lui faisait le reliait et hop, mettait en service, là ici c'est la liaison côté français, c'est le tout début. Parce qu'ensuite il va falloir poser le câble tout au fond de la mer, tout le long de l'Atlantique. Ça n'a pas encore été fait. Pour l'instant, on a un navire câblier, donc celui qui pose le câble, qui doit poser 800 km de câble au large de Le Porge, du coup. Et ensuite, ils feront le trajet transatlantique pour poser le câble. Ça a été ralenti par la météo, donc ça a pris une semaine de retard. J'imagine même pas les frais que ça engendre d'avoir une semaine de retard dans ce genre de projet, mais ça doit être faramineux. Et du coup, le câble fera 6600 km de long. Encore une fois, il sera équipé de 16 paires de fibres, comme le câble de Google, avec 23 terabits seconde de débit chaque paire. Donc de quoi avoir un réseau puissant. Après, on ne nous dit pas à quoi sera dédié cette autoroute de l'internet. À voir si tout le monde pourra en bénéficier ou pas. Ça peut aussi être utilisé pour des applications professionnelles uniquement. C'est possible. Donc à voir ce que Facebook voudra en faire, vu que c'est le leur. On continue avec l'autre news de la fibre. C'est pas exactement pareil. Ici, on est aux États-Unis. On est sur une bonne grosse histoire américaine. Franchement, ça m'a bien fait rire. On est sur un Américain qui en a marre, qui a un internet pourri et qu'en a vraiment, vraiment marre. Bon, il a aussi un peu d'argent. On parle ici de Aaron Epstein, qui a tout de même 90 ans et il a été super malin. En gros, il a une liaison ADSL toute pourrie, mais vraiment toute pourrie. Il a 3 mégas de débit. Donc pour les gens qui se rendent compte de ce que c'est, vous savez que c'est vraiment tout pourri. Et je plains grandement cet homme qui avait seulement 3 mégas. Parce que maintenant il a plus 3 mégas. Il a du coup appelé son fournisseur d'internet pour lui dire quand est-ce que la fibre arrive chez moi, parce que moi j'en ai marre d'avoir 3 mégas. Son fournisseur l'a baladé pendant bien trop longtemps et du coup il s'est dit si on veut pas me répondre, je vais faire une lettre ouverte dans le Wall Street Journal pour me plaindre directement auprès du patron de mon fournisseur d'accès à internet.
pour dire qu'il est pas content, quoi, et qu'il en a marre de son, de son internet tout pourri, alors que son fournisseur se proclame comme un pionnier du réseau. Son fournisseur est en plus AT&T, donc si vous connaissez, c'est un des gros géants des télécoms américains. Donc voilà, hein, c'est pas le petit fournisseur du coin, hein, c'est vraiment un géant, un des grands acteurs du marché aux États-Unis. Et bon, le seul problème, c'est que ça lui a coûté quand même 10 000 $ pour pouvoir publier sa lettre ouverte dans le Wall Street Journal. Mais finalement, les travaux ont été accélérés comme par magie et il est maintenant relié par fibre optique avec les 300 mégas réels de débit, qui est en général le minimum sur de la fibre. Mon partagé entre c'est une histoire très américaine et il a quand même dû dépenser 10 000 $, donc ça fait quand même un peu mal pour tirer la fibre jusqu'à chez lui, mais il a réussi et on en parle et bien joué à lui. Vraiment, force à tous les gens qui ont encore un internet pourri. Je vous soutiens et vous méritez mieux. Vous méritez un vrai internet rapide, du haut débit, comme tout le monde. On continue avec Google et la presse. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu des histoires de Google et la presse en Australie. Ici, on parle pas d'Australie. Je vais vous faire un petit point de rappel pour savoir ce qui s'est passé en Australie. En Australie, Google menace de retirer ses services parce qu'il n'a pas trouvé d'accord avec la presse pour publier, pour mettre en lumière les articles sur leur plateforme. C'est un peu compliqué tout ça, mais en gros, c'est un bras de fer entre Google et l'Australie. L'Australie demande à Google de trouver un accord avec sa presse. Google dit si vous n'êtes pas content, on se retire de votre pays. Et pour l'instant, c'était un peu statu quo. Ici, on est en France. Du coup, en France, ils ont trouvé un accord. Enfin, ils avaient trouvé un accord. Il y a des problèmes. Ça parle d'un deal à 76 millions de dollars qui n'est pas bien redistribué. Encore une fois, on est sur seulement une partie des acteurs qui touchent une grosse partie de cet argent et certains acteurs sont écartés de cet accord, ce qui pose des problèmes et du coup voilà, hein, certains se sentent lésés dans cette histoire et trouvent que l'accord n'est pas juste. Donc ça fait parler et forcément entre ceux qui touchent une grosse partie du pactole qui disent bah non l'accord est bien et ceux qui touchent très peu voire rien qui eux disent bah non c'est pas possible, il est pas bon. Difficile de trouver un accord, mais Google qui a actuellement quand même des nombreux problèmes avec la presse dans de nombreux pays. Visiblement c'est leur fonctionnement et leurs accords n'ont pas l'air vraiment rodés et ont l'air de poser plein de problèmes, en tout cas en dehors des États-Unis, ce qui est un peu problématique. On verra dans les prochains jours comment ça se passe, s'il y a renégociation de l'accord ou pas. On continue avec du cloud, à commencer par Shadow qui est à nouveau expulsé de l'App Store, encore une fois. Alors si vous ne connaissez pas, Shadow c'est du cloud computing, donc c'est avoir accès à un ordinateur à distance et utiliser, au lieu d'utiliser l'ordinateur sur lequel vous êtes, l'appareil sur lequel vous êtes, vous utilisez un ordinateur à distance. Encore une fois, on imagine que c'est
un peu encore toujours à l'encontre de la politique d'Apple qui est très stricte là-dessus, notamment pour se laisser le champ libre pour ses propres services, bien sûr. On sait que beaucoup d'acteurs ont été bloqués ou retirés. Euh, Après, ce qui est un peu étrange, c'est que Shadow avait déjà été retiré de l'App Store parce qu'il ne respectait pas les conditions d'Apple. Euh, Ils avaient visiblement trouvé un accord vu que ils étaient revenus. À voir pour quelles raisons là ils ont ressauté. Mais, euh, mais ça devient régulier. Hein, ça devient régulier. On voit que ça pose des problèmes à Apple d'avoir ce genre d'application qui est une porte ouverte à plein de choses que ne maîtrise pas Apple. Euh, on comprend bien que c'est un peu contre l'esprit de la marque. Et moi, je vous avoue que j'avais eu du mal à voir comment il pouvait être réaccepté. Et il s'était fait réaccepter. On ne savait pas trop comment, hein, mais ils étaient redevenus disponibles sur l'App Store. Et là, c'est de nouveau plus le cas. À voir s'ils reviendront et la communication qu'il y aura par rapport à ça. Mais c'est problématique. C'est vraiment problématique. Et d'ailleurs, on continue avec le Xbox Cloud Gaming ou xCloud. On va appeler ça xCloud hein, parce que c'est plus court. C'est du coup... ici, par contre, on est sur du cloud gaming, pas du cloud computing. Donc c'est uniquement jouer à un jeu qui est calculé à distance. En gros, c'est pas l'appareil sur lequel vous êtes qui fait tourner le jeu, mais un appareil à distance qui vous retransmet l'image. Le principe est assez simple sur le papier seulement, et a déjà été tenté par d'autres, notamment Stadia. Il y a aussi le GeForce Now. Enfin, il y a d'autres trucs. La force du xCloud, c'est de potentiellement marcher avec le Xbox Game Pass, notamment, qui lui permet, en plus d'être un service de cloud gaming, d'avoir son propre catalogue de jeux, donc quand même grosse force. Et ils font des choix. Ils font des choix, du coup, de sortir sur navigateur. Alors, pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que du coup, ils contournent tout. Ils contournent tout, notamment les problèmes avec iOS, qui n'aurait pas accepté une application xCloud. Euh, voilà. Donc, en passant par un navigateur, les gens auront du coup accès via le navigateur d'iOS à xCloud. Même si du coup ça enlève une partie d'ergonomie et de simplicité de la solution. Du coup elle arrivera pour PC et iOS pour le printemps. J'attends de voir les tests. En vrai j'attends de voir les tests. Je regrette un peu que on n'ait pas du navigateur pour iOS et une application pour le PC. Parce que je pense quand même que le navigateur n'est pas la manière la plus optimisée pour ce genre de truc. Même si je comprends que du coup sur iOS ça apporte plein de choses, notamment le fait de ne pas être bloqué par Apple. Sur PC on a d'autres solutions. Donc à voir, après ce sera le début, il faudra voir comment ça marche. Encore une fois c'est porté par la puissance des serveurs Azure qui sont maison. Donc là-dessus ils maîtrisent la chaîne de bout en bout. C'est un peu l'avantage. Ils ont leur jeu, leur serveur et leur propre système de cloud gaming. Sur le papier, c'est hyper attractif, mais comme l'étaient les concurrents qui n'ont pas marché, donc c'est compliqué. Moi, j'espère que ça va marcher vraiment, et en fait que ce sera fonctionnel. Les problèmes là-dessus sont aussi les problèmes en fonction de la connexion, parce qu'il faut quand même avoir du haut débit, des temps de latence faibles, sinon en direct la fluidité de gameplay est impactée et l'expérience est beaucoup moins agréable. Mais sur le papier c'est quand même le cloud gaming,
ça promet quand même de jouer à n'importe quel jeu sur n'importe quel support sans se poser la question est-ce que ça fait tourner en fait. Et sur le papier, c'est quand même l'ouverture au gaming pour beaucoup plus de gens d'une manière simple. En plus, là, potentiellement à moindre frais, parce que par exemple, le Xbox Game Pass n'est pas très cher. Et à voir comment ils joindront ces deux services. J'imagine qu'il y aura des offres euh, avec les deux services inclus, à voir quel prix ça coûtera. Mais potentiellement, il y a des bons trucs à faire, à voir si dans la réalité ça marche aussi bien que ça devrait sur le papier. On continue avec de l'innovation, on est chez Apple, on parle d'iPhone et surtout des écrans. Alors des écrans always on, donc toujours allumés. À quoi ça sert? Ça sert à plein de choses, ça sert à afficher des trucs déjà en permanence. Deuxièmement, ça donne des temps de réactivité quand vous avez n'importe quoi à faire plus rapide. Le problème de tout ça, c'est que un écran consomme beaucoup d'énergie et notre batterie n'est pas infinie, encore plus sur un smartphone, vous l'imaginez bien. Donc, quel est le moyen pour pallier à ces problèmes? Alors, c'est Apple, ils sont forts. Déjà, ils sortent une nouvelle technologie, la technologie LTPO pour l'eau température polycristalline oxyde. J'ai pas bafouillé. L'avantage de cette nouvelle technologie, c'est qu'on peut avoir des écrans avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, peu gourmand en énergie, et avec la possibilité d'afficher que certaines parties de l'écran. Donc ça peut régaler. Tout ça n'est pas officiel, mais sur le papier, avoir un écran toujours plus beau, toujours plus réactif, qui peut afficher tout le temps des informations 120 Hz et qui consomme peu d'énergie, c'est un peu l'écran parfait. Donc faut pas s'emballer. Tout ça n'est que des petites infos, des petites news qui traînent comme ça, mais sur le papier ça fait bien rêver et on aimerait entendre parler plus de ces écrans. Ça me tente bien, je suis bien chaud. On continue avec des processeurs. On aura deux news sur les processeurs. Première news, une baisse des prix de la 10e génération de processeurs Intel aux États-Unis. Et nous, parce que les États-Unis c'est bien, mais nous c'est nous, donc c'est plus important. Et en vrai, chez nous, on y est presque. On y est presque. En vrai, on s'en est rendu compte. Il y a des trucs qui ont baissé chez Intel. Et on est presque au prix annoncé par les Américains. À noter que les Américains annoncent des prix en dollars et hors taxes. Là où chez nous c'est en euros et avec les taxes. Donc ne pas se baser directement. Mais en gros, pour faire simple, on peut se dire que le prix en euros sera le même que le prix en dollars. Parce que chez nous, c'est des euros et en plus on a les taxes. Et en vrai, on est sur les mêmes prix, donc ça va. Juste l'eau de gamme qui a du mal à revenir, à redescendre tranquillement. Mais ça va arriver. En vrai, s'ils annoncent ce genre de truc aux États-Unis, ça devrait suivre à peu près partout. Il devrait pas y avoir de. Enfin, en tout cas, en Europe, il ne devrait pas y avoir de privilèges aux Américains par rapport à l'Europe sur ce genre de produit. Il y a peu de chance. Donc, des processeurs 10e génération en baisse, ça fait plaisir. C'est à peu près normal aussi parce que ils vont sortir leur 11e génération. Mais, mais voilà, on est content. Quand ça baisse, on est content quand même. Dernière news, processeur, toujours Intel. Et là, on nous parle d'un i9 10900 KS. Et là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, pourquoi ils ont déjà annoncé la 11e. On nous parle ici d'un processeur 10e génération avec une version un peu un peu boostée. Et en fait, je me suis souvenu que dans la 11e génération, le maximum
de cœur disponibles sur un processeur C8. Ici, on en a 10. Oui, 10. Du coup, il n'est pas remplacé et lui mettre une petite version plus avec des fréquences un peu plus élevées peut avoir du sens. Pourquoi pas pour, encore une fois, hein, pour le haut de gamme, pour les gens qui veulent rester avec des produits récents, pourquoi pas? Il y aura des gens pour l'acheter, aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, tant que ça les empêche pas de produire d'autres processeurs et qu'ils sont pas en full galère de stock, euh, sortez les processeurs que vous voulez. On verra une fois que vous aurez fait la sortie de votre 11e génération, on va voir si vous avez des stocks. Et après, on pourra parler. Pour l'instant, personne n'a vraiment réussi l'exercice, euh, à part peut-être les consoles. Mais sinon, ça a été dur. On continue et presque fini avec de la carte graphique. Il nous restera une news après les cartes graphiques. On va parler forcément de la 3060. La 3060 qui est annoncée le 25 février. On a l'heure. Elle sera disponible à l'achat à partir de 18h. Je vais pas refaire les détails techniques, promis. Je les ai déjà assez faits. Juste petit mot sur le prix. On va du coup pouvoir passer même directement à la news suivante. Les prix référencés pour l'instant pour des boutiques européennes pour des 3060 qui font très très mal. On y retrouve des cartes jusqu'à 700, on peut dire 700 euros. La moins chère à 490. Là où elle a été annoncée, enfin promise ou annoncée, ou je sais pas, par Nvidia à beaucoup moins, c'est-à-dire 335. Et encore une fois, pas de carte Founders Edition faite par Nvidia à un prix annoncé par Nvidia. J'ai très très peur qu'il y en ait très peu, qu'elle soit très chère et que ça soit un peu problématique cette histoire. En tout cas, si vous en voulez une, soyez présent le 25 février à 18h et soyez au taquet, très actif sur votre touche F5 et je peux pas vous donner plus de conseils, ça va être compliqué. On finit les cartes graphiques avec des annonces de bientôt disponibles sur des 2060 à défaut de probablement avoir des 3060. En plus des prix pas vraiment très attractifs, hein. On parle ici de 370 euros pour une 2060. Le modèle Zotac avec 2 ventilateurs. C'est pas la folie en vrai. Après, en ce moment, si vous avez vraiment besoin d'une carte graphique, vous pouvez pas trop faire le difficile, hein. C'est compliqué, il y en a pas. Il y en a pas, ou alors elle coûte très très cher. Franchement, c'est pas un prix attractif. Surtout à noter que, donc ici, 370 euros, elle a été à 300 euros cette année. Donc voilà, hein, et en plus elle n'est pas encore disponible, elle est disponible sous 7 ou sous 1 ou 2 semaines, un truc comme ça. Donc c'est compliqué de vous dire que c'est un bon plan, mais au moins c'est une carte graphique qui vous permettra vraiment de faire du gaming, là où une 1050 pourra tout sauter au moindre jeu un peu récent et un peu gourmand. Ici vous pourrez vraiment jouer, mais ça reste très cher. 370 euros pour une 2060. C'est pas ce qu'on aurait aimé voir. On préférait voir 370 euros pour des 3060, mais ça risque d'être très compliqué. Et on finit avec la news insolite, un peu chelou. On parle d'écran, mais attention, pas n'importe quel écran. On est sur des écrans très spécifiques. Yo Kid Cash, t'arrives pour la dernière news. Parfait timing.
Je suis sûr que ça t'intéressera beaucoup, toi, ce genre d'écran. Euh, donc des écrans avec 3 tailles différentes. On va de 7 à 17 pouces en passant par 10 pouces. Et en fait, ce sont des écrans qui ne servent pas à afficher votre bureau ou quoi que ce soit. Ça sert juste à afficher des informations de monitoring sur vos composants, votre système de refroidissement, tout ce genre de trucs. Euh, mais en vrai, c'est marrant, c'est. Mais non, mais non. À la limite, faites un petit soft pour avoir ça sur son téléphone, c'est plus pratique. Mais non, avoir un écran dédié, euh, je doute que beaucoup de personnes aient ce genre de besoin, même si je trouve ça très marrant. Et ça me ferait beaucoup marrer de tester ce genre de truc. Mais c'est tout, quoi. C'est c'est tout. Et en plus, et bah, tu parles des vrais trucs. Le prix, il est difficile à faire passer. Parce que j'ai le prix seulement pour la version 10 pouces. Et la version 10 pouces coûte déjà 185 euros. Donc, c'est trop cher. Je n'ose même pas imaginer combien coûte le prix du 17 pouces. Euh, Voilà, voilà. 10 pouces, 185 euros. Si ça vous intéresse, allez-y. Mais pas sûr. Pas sûr, pas sûr sur ce coup-là. Je suis sûr que je vous le conseille pas déjà. Mais même pas sûr de. À tester, à tester. Faut quand même avoir un bureau. Un bon bureau, de la place. Moi déjà, j'ai du mal à faire tenir mes deux écrans. Mettre un troisième. Si j'en mets un troisième, c'est pour faire plus que du monitoring, hein. Laissez tomber. Mais pour un usage professionnel, peut-être. Peut-être. À tester gratuitement, oui. Voilà, c'est pareil. Mais sinon, non. Désolé. Voilà qui conclut notre point Actu Hardware de ce lundi 15 février. Ça a été riche, il y a eu plein de sujets, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos retours. Je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actu. Plein de choses en ce moment, c'est cool. J'aime avoir plein de sujets sur lesquels parler. Et depuis quelques semaines, c'est le cas. Et ça me régale. J'espère que vous aussi.